11h32, 14 janvier 1945. Le ciel au-dessus de Berlin n'est plus bleu. Il est noir, noir de 800 bombardiers américains, déferlant comme une peste biblique venue de l'Ouest. Autour d'eux, 600 chasseurs voltigent, des P-51 Mustang, les chasseurs les plus redoutés de la guerre. Et face à cette armada, seulement 47 chasseurs allemands osent se lancer. Seulement 47. Le lieutenant Klaus Barkhorn est assis dans le cockpit de son F-3 190A8, numéro rouge 7. Il fixe intensément ce qu'il attend. Dans les 15 prochaines minutes, il va écrire l'histoire. 9 victoires, 9 P-51 Mustang abattus. Un exploit que même les experts les plus chevronnés auraient jugé impossible. L'ordre est arrivé à 10h47. Alerte maximale. Formation massive venant de l'Ouest, cible probable. Berlin. Les stations radars en Hollande suivent déjà cette formation depuis 1 heure. 800 bombardiers, plus de 600 chasseurs. C'est la plus grande attaque depuis des semaines. Barkhorn prenait justement son petit déjeuner, café noir et pain rassis. Il n'y avait rien d'autre en cette 5e année de guerre. Les rations alimentaires avaient été réduites au minimum. Les pilotes recevaient un peu plus que la population civile, mais pas grand-chose. La plupart avaient perdu entre 5 et 10 kilos ces derniers mois. Barkhorn pesait encore 72 kilos, 10 de moins qu'au début de la guerre. Il court vers son appareil tandis que les sirènes hurlent. L'aérodrome de Berlin-Staaken avait été autrefois l'un des plus modernes d'Europe. Maintenant, c'est une mosaïque de pistes rafistolées et de hangars camouflés. Les bombardiers alliés l'ont attaqué 3 fois. 3 fois les équipes l'ont remise en état. La méticulosité allemande. Même face à la défaite, les mécaniciens avaient déjà préchauffé le F-2 190. Le sergent-chef Werner Krüger, 54 ans, un vétéran de la Première Guerre mondiale, frappe sur l'aile. « L'appareil est prêt, monsieur le lieutenant. Allez nous en descendre quelques-uns. » Krüger avait 4 fils. 3 étaient déjà tombés. Le 4e se bat quelque part en Hongrie, dans 3 minutes. Barkhorn est en l'air. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre d'histoire documentée, abonnez-vous maintenant. Ça ne coûte rien. Et ça aide énormément. Continuons. Barkhorn a 24 ans, fils de paysan de Poméranie. Il a rejoint la Luftwaffe à 18 ans. En 4 ans, il a enregistré 127 victoires, 127 avions ennemis abattus. Il a combattu contre des Britanniques, contre des Américains, contre des Soviétiques. Il a piloté tout ce que la Luftwaffe pouvait offrir. Bf 109, F-2 190, même brièvement le Me 262. Mais aujourd'hui, en ce 14 janvier, il va vivre le plus grand défi de sa vie. Le F-2 190A8 est une machine mortelle, un moteur BMW 801 D2 développant 2000 chevaux en puissance d'urgence, 4 canons MG 151 de 20 mm dans les ailes, 2 MG 131 de 13 mm dans le fuselage, vitesse maximale de 656 km/h à 6000 mètres. Il était lourdement armé, robuste et mortellement efficace entre de bonnes mains. Les mains de Barkhorn étaient les bonnes. La défense aérienne allemande, en janvier 1945, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les grandes escadres des années 1940 et 1941 n'existent plus. Manque de carburant, manque de pilotes, manque de pièces de rechange. Sur les 47 appareils qui ont décollé ce matin-là, seuls 31 atteindront l'ennemi. Les autres tombent en panne technique ou doivent faire demi-tour à cause de problèmes de moteur. Les statistiques sont accablantes. En janvier 1944, à peine un an plus tôt, la Luftwaffe disposait encore de plus de 1500 chasseurs de jour opérationnels. Maintenant, ils sont moins de 400. La production tourne à plein régime. Les usines souterraines crachent des centaines d'avions chaque mois, mais tout le reste manque. Le carburant synthétique est rare depuis que les bombardiers alliés ont détruit les usines d'hydrogénation. Les pilotes entraînés sont encore plus rares.
les écoles de pilotage ont réduit la durée de formation de 200 à 80 heures. Ces nouveaux pilotes, à peine plus que des enfants, sont régulièrement abattus par les chasseurs américains et britanniques expérimentés. Le Reichsmarschall Hermann Göring avait autrefois promis à la Luftwaffe qu'aucun avion ennemi ne volerait jamais au-dessus de l'Allemagne. Maintenant, en janvier 1945, des centaines de bombardiers survolent Berlin quotidiennement. Le ciel appartient à l'ennemi, et les quelques pilotes allemands qui se battent encore savent que chaque mission peut être leur dernière. Barkhorn est l'un des rares experts encore en vie. Sur les 127 pilotes avec lesquels il a commencé sa formation en 1941, seuls 23 sont encore vivants. Les autres sont tombés, portés disparus, ou si gravement blessés qu'ils ne peuvent plus voler. Chaque décollage peut être le dernier, chaque combat aérien une tombe. Barkhorn vole en tant que chef de patrouille. Son ailier, le Feldwebel Heinrich Schreiber, 21 ans, vole juste derrière lui. Schreiber a 34 victoires à son actif, un pilote prometteur de Hambourg, dont la famille a péri lors des tempêtes de feu de juillet 1943. Ses parents, ses deux sœurs, tous morts en une seule nuit. Schreiber n'a plus pris de vacances depuis lors. Il n'a plus d'endroit où aller, sa maison n'existe plus. Les deux pilotes se connaissent depuis 8 mois. Ils ont bu ensemble, ri ensemble, pleuré ensemble. Quand des camarades sont tombés, Schreiber est plus qu'un ailier. C'est un ami. En 8 mois, ils ont effectué 23 missions ensemble. 23 fois, ils ont décollé ensemble et atterri ensemble. Aujourd'hui, cette série va prendre fin. Schreiber ne survivra pas à cette journée. À 11h17, ils atteignent la formation américaine. Ce que Barkhorn voit lui glace le sang dans les veines. Le ciel n'est plus visible. Seulement des avions, des centaines d'avions, des B-17 Flying Fortress en formations échelonnées, des B-24 Liberator derrière. Et entre eux, comme des requins autour d'un banc de poissons, les P-51 Mustang, le commandant d'escadron, Oberstleutnant Wilhelm Herget, un expert avec 73 victoires, donne l'ordre d'attaquer. Sa voix est calme, presque détachée. Chasseurs libres, cible, les bombardiers. Faites attention aux Mustangs. Barkhorn pousse le manche vers l'avant. Le FWD 190 plonge dans la bataille. Son cœur bat la chamade, mais ses mains sont calmes. Ça vient avec l'expérience. Après 127 victoires aériennes, il connaît la peur. Il a appris à l'ignorer. La première victoire survient à 11h32. Un P-51D Mustang avec un motif à damier sur le capot moteur. Le signe du 357e groupe de chasse. L'unité d'élite. Barkhorn arrive d'en haut, du soleil. L'attaque classique. Le pilote américain ne le voit pas venir. 2 secondes de rafale. Les 4 MG-151 parlent. 80 obus de 20 mm en 2 secondes. Le Mustang explose. Le premier, mais alors... Il se passe quelque chose que Barkhorn n'avait pas prévu. Les pilotes américains sont bons, vraiment bons. En quelques secondes, il a 4 Mustangs à ses trousses. Ses Browning MG crépitaient. Des balles traçantes sifflaient près de son cockpit. Il fit cabrer l'appareil dans un virage serré. 7 G l'écrasèrent contre son siège. Sa vision se brouilla sur les bords. Mais il tenut bon. Le FW 190 était plus lent que le P-51 Mustang en vol horizontal, mais supérieur en vol vertical. Barkhorn utilisa cette force. Il remonta, fit un tonneau, plongea à nouveau. La tactique allemande classique, ne pas virer avec l'ennemi, mais le surprendre. 11h34, la deuxième victoire, un autre P-51, cette fois sans marquage. Le pilote essaya d'éviter, mais Barkhorn l'avait anticipé. Il tira là où le Mustang serait, pas là où il était. Angle de correction, rudiment du combat aérien. Les obus de 20 mm atteignirent le radiateur. Fumée noire, le pilote sauta en parachute. Derrière lui,
Barkhorn entendit la voix de Schreiber à la radio. « Chef de patrouille, j'en ai 4 à mes trousses. J'ai besoin d'aide. » Barkhorn fit volte-face. Mais il était trop tard. Le F-890 de Schreiber explosa en une boule de feu. Pas le temps de pleurer. Pas maintenant. 11h36. 3e et 4e victoire. 2 Mustangs qui venaient d'abattre Schreiber. Ils célébraient encore leur victoire quand Barkhorn surgit derrière eux. La vengeance est une puissante motivation. Il tira sur le premier, le vit s'enflammer, passa au deuxième, tira à nouveau. Les 2 tombèrent. 4 victoires en 4 minutes. Situation actuelle, 500 abonnés, 16 000 heures de visionnage. Si vous souhaitez regarder régulièrement, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement compte. Continuons l'histoire. Les pilotes américains avaient entre-temps compris qu'un adversaire dangereux se trouvait parmi eux. Le trafic radio, que les stations d'écoute allemandes analysèrent plus tard, révéla leur confusion. Qui est ce Kraut? Il vient d'en descendre 4. Un major américain ordonna de concentrer tous les chasseurs disponibles sur le FW-190 isolé. Barkhorn était désormais la cible principale. Mais il avait un avantage. Il connaissait le ciel au-dessus de Berlin. Il connaissait chaque nuage, chaque ascendance thermique, chaque courant d'air. Il avait volé ici des centaines d'heures. Les Américains étaient des étrangers. 11h39, 5e victoire. Un P-51 qui tentait de l'attaquer par le bas. L'erreur classique. D'en bas, on voit le ciel, mais pas l'ennemi. Barkhorn fit un tonneau, plongea, tira. Le Mustang perdit une aile. Il partit en vrille vers le sol. La bataille faisait rage. Autour de lui, des appareils allemands et américains tombaient. Le ciel était rempli de fumée, de feu et de parachutes. C'était l'enfer. En dessous d'eux se trouvait Berlin, la capitale du Reich, déjà à moitié détruite par les attaques précédentes. Les gens dans les rues levaient les yeux et voyaient la danse de la mort dans le ciel. Beaucoup restaient là, incapables de bouger, pris entre la fascination et l'horreur. Les sirènes d'alerte aérienne hurlaient. Mais personne n'allait dans les bunkers. Ils voulaient voir leurs chasseurs se battre. Madame Juliette Dubois, 67 ans, se tenait dans la rue de Rivoli et observait le combat. Elle écrirait plus tard dans son journal. J'ai vu un petit appareil gris qui plongeait comme un faucon sous les grands avions américains. Sans cesse, il plongeait et remontait. Et autour de lui, les ennemis tombaient comme des feuilles en automne. Je ne savais pas qui était ce pilote. Mais j'ai prié pour lui. Barkhorn ne savait rien de ses spectateurs. Il continua à se battre. 11h41, 6e victoire. Un P-51 avec un cône d'hélice rouge. Le pilote était bon. Il essaya d'entraîner Barkhorn dans un combat tournoyant. Une erreur. Barkhorn accéléra à la place, monta, fit un tonneau, arriva par derrière. Le pilote américain le vit trop tard. Les obus de 20 mm pulvérisèrent son cockpit. Les munitions de Barkhorn diminuaient. Sur les 780 obus de 20 mm avec lesquels il avait commencé, il lui en restait peut-être 200. Sur les 900 balles de 13 mm, il en restait peut-être 300. Assez pour 3, peut-être 4 autres attaques. 11h43. 7e victoire. Un P-51 qui poursuivait un camarade allemand blessé. Le Bf-109 fumait. Le pilote essayait désespérément de gagner de l'altitude. Barkhorn s'interposa. Ses obus atteignirent le moteur du Mustang. Il explosa. Le pilote du Bf-109 se retourna et salua, puis il disparut dans un nuage. Barkhorn ne saurait jamais qui il était, ni s'il avait survécu. Le temps passait différemment dans le combat aérien. Les secondes semblaient des heures, les minutes, des éternités. Les muscles de Barkhorn brûlaient à cause des forces G constantes. Sa nuque le faisait souffrir à force de regarder autour de lui. Dans un combat aérien, celui qui arrête de regarder est morte. 11h45, 8e victoire. Encore un P-51.
cette fois avec l'insigne du 4e groupe de chasse, une autre unité d'élite. Le pilote était expérimenté. Il évita la première attaque de Barkhorn, et la deuxième. Mais à la 3e tentative, il fit une erreur. Il tira trop fort. Le Mustang perdit de la vitesse. Barkhorn était immédiatement là. Courte rafale. Le Mustang fumait. Le pilote sauta. Le FW-190 de Barkhorn était entre-temps une épave. Son aile gauche avait subi plusieurs impacts. Les volets ne fonctionnaient plus. La radio était tombée en panne, mais le moteur tournait encore, et il lui restait des munitions juste assez. 11h47. La 9e et dernière victoire. C'était un P-51D avec une peinture argentée, pas de marquage d'unité. Le pilote volait de manière agressive, presque imprudente. Il venait directement vers Barkhorn. Une attaque frontale. L'attaque la plus dangereuse et la plus audacieuse de toutes. Les deux pilotes tirèrent simultanément. Barkhorn vit les balles traçantes arriver sur lui. Il tira ses derniers obus. Le P-51 explosa. Le FW-190 de Barkhorn fut touché par des fragments. Le pare-brise se brisa. De l'air glacial pénétra dans le cockpit, mais il était en vie. Et son avion volait encore. 9 victoires en 15 minutes. De 11h32 à 11h47. Un exploit sans égal dans l'histoire de la Luftwaffe. Pour comprendre cet exploit, il faut le remettre dans son contexte. Le précédent record de victoires en une seule mission était de 13, établi par le major Éric Duval le 11 octobre 1943 au-dessus du front de l'Est. Duval avait abattu 13 chasseurs soviétiques en 17 minutes. Mais c'était contre les soviétiques, dont les pilotes étaient souvent moins expérimentés. Barkhorn avait établi son record contre le P-51 Mustang, le meilleur chasseur du monde, piloté par des pilotes américains hautement qualifiés. La qualité de ses adversaires rendait son exploit encore plus extraordinaire. Le P-51D Mustang était un chef-d'œuvre technique. Un moteur Rolls-Royce Merlin Fairbairn 657 de 1490 chi, vitesse maximale de 703 km/h à 7600 mètres, plus rapide que le F-190, 6 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm avec un total de 1880 balles, et surtout une autonomie de plus de 2500 km avec des réservoirs supplémentaires. Elle pouvait voler d'Angleterre à Berlin, y combattre et revenir. Elle avait changé la guerre aérienne. Réaliser 9 victoires en 15 minutes à bord d'un tel appareil, ce n'était pas simplement remarquable, ça frisait le miracle. Barkhorn mit le cap sur sa base. Son appareil vibrait et gémissait. L'indicateur de carburant était sur la réserve. Le moteur surchauffait. De l'huile s'échappait de plusieurs impacts. Le système hydraulique des volets ne fonctionnait plus. Il devrait atterrir sans volet, ce qui impliquait une vitesse d'atterrissage plus élevée et une distance de roulement plus longue. Si la piste était assez longue, il volait bas, à peine 500 mètres au-dessus du sol. Voler plus haut aurait été du suicide. Les chasseurs américains contrôlaient le ciel. Les appareils allemands isolés qui montaient étaient immédiatement interceptés. Mais ici, en bas, entre les collines et les forêts, il avait une chance. L'aérodrome de Berlin-Stacken apparut. La piste faisait 1800 mètres de long. Normalement, plus qu'il n'en faut pour un FW-190. Mais sans volet, il lui faudrait au moins 1200 mètres, si tout se passait bien. Barkhorn entama son approche. 280 km à l'heure, beaucoup trop vite. Il cabra l'appareil, ralentit. Les roues touchèrent le béton. L'appareil rebondit, puis se posa à nouveau. Il actionna les freins. Le FW-190 louvoyait, menaçant de partir en toupie. Il contrebraqua. La piste défilait sous lui à toute vitesse. 500 mètres, 300 mètres, 100 mètres. L'appareil s'immobilisa à 10 mètres de la fin de la piste. Le moteur poussa un dernier gémissement et cala définitivement. Les mécaniciens qui accoururent vers lui n'en croyaient pas leurs yeux.
Le FW-190 avait 47 impacts de balles, 47. 3 dans le fuselage, 8 dans les ailes, 6 dans l'empennage et le reste réparti sur tout l'appareil. Un impact avait percé le système de refroidissement. Un autre avait sectionné la conduite hydraulique. Un troisième avait détruit l'émetteur-récepteur radio. Comment Barkhorn avait survécu à ça? C'était un mystère. Lui-même n'avait pas une égratignure, pas la moindre blessure, comme si un ange gardien avait veillé sur lui. Le sergent-chef Kruger, le même homme qui lui avait dit au revoir le matin, se tenait devant l'appareil et pleurait. Il avait servi durant 2 guerres mondiales. Il avait tout vu. Mais cet appareil criblé de balles, troué de partout, qui avait réussi à voler et à atterrir, le faisait pleurer. Le commandant d'escadron, le lieutenant-colonel Herget, vint personnellement prendre le rapport de Barkhorn. Herget était lui-même un expert. 73 victoires, dont plusieurs bombardiers lourds. Il savait ce que signifiait combattre les chasseurs américains. 9 victoires, mon lieutenant-colonel, rapporta Barkhorn. Sa voix était rauque, sa gorge sèche. 9 P-51 Mustang. Herget le fixa longuement. Puis il sourit. Il serra la main de Barkhorn. « C'est impossible, dit-il, mais je vous crois. Je vais vous proposer pour la croix de chevalier avec feuille de chêne. » La confirmation des victoires prit 2 semaines. Liste de pertes américaines, observateurs au sol allemand, enregistrement des caméras embarquées. Tout fut examiné. Au final, les 9 victoires furent confirmées. 9 P-51 Mustang en 15 minutes. Un record qui ne fut jamais égalé. Pour être honnête, la chaîne a besoin de 1000 abonnés pour continuer à croître. Actuellement, nous en sommes à 500. Si vous aimez ce travail historique détaillé, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement nous rapproche de plus de recherches d'archives et de documentation plus approfondie. Le point de vue américain du combat est également documenté. Ce 14 janvier 1945, la 8e force aérienne perdit 17 chasseurs au-dessus de Berlin. 9 d'entre eux furent abattus par un seul pilote allemand. Les témoignages des pilotes américains survivants parlaient d'un spectre gris, d'un FW-190 qui surgissait de nulle part, tuait et disparaissait. Le capitaine Jacques Leblanc, du 357e groupe de chasse, l'un des pilotes qui avait poursuivi Barkhorn, écrivit dans son rapport « Je n'ai jamais vu un pilote comme celui-là. Il se déplaçait différemment. Il pensait différemment. C'était comme s'il savait ce que nous allions faire avant même que nous le sachions nous-mêmes. Je suis content de ne pas l'avoir croisé directement. » Les détails techniques du combat sont remarquables. Le FW-190 A8 avait une vitesse de roulis de 160 degrés par seconde. Le P-51D seulement 505 degrés. Dans un combat tournoyant, le Mustang était supérieur. Mais dans les manœuvres rapides, les tonneaux et les piquets, le Focke-Wulf dominait. Barkhorn exploitait cette force avec une maîtrise. Sa tactique était simple mais efficace. Attaque depuis le soleil, courte rafale, évitement immédiat. Ne jamais s'engager dans un combat tournoyant. Ne jamais permettre à l'ennemi de gagner de la vitesse. La surprise était primordiale. Le canon de 20 mm MG 151-20 tirait des munitions explosives, appelées Minengeschoss. Ces grenades avaient des parois fines et contenaient plus d'explosifs que les munitions normales. Un seul impact pouvait mettre un avion en pièces. Barkhorn n'avait besoin en moyenne que de 20 coups par victoire. C'était bien en dessous de la moyenne de la Luftwaffe, qui était d'environ 50 coups. Le 14 janvier 1945 entra dans l'histoire du 357e groupe de chasse comme le grand jour. Ironiquement, pour la même raison que pour les Allemands, les Américains abattirent 55,5 chasseurs allemands ce jour-là, mais ils perdirent aussi 17 de leurs propres appareils. Et 9 d'entre eux furent abattus par un seul homme. Barkhorn survécut à la guerre. Il fut abattu le 23 avril 1945.
seulement 2 semaines avant la fin de la guerre, lors d'une attaque à basse altitude. Son FW-190 fut touché par des tirs de flak alors qu'il attaquait un convoi de chars américains. L'appareil prit feu. Il sauta en parachute, mais les flammes avaient déjà atteint sa combinaison de vol. Il atterrit dans une zone boisée près de l'Elbe. Des soldats allemands le trouvèrent, inconscient et gravement brûlé. Son visage, ses mains, ses jambes, tout était brûlé. Les médecins lui donnaient peu de chance. Mais il se battit, comme il s'était toujours battu. Il passa 6 mois à l'hôpital, d'innombrables greffes de peau, des mois de rééducation. Les cicatrices resteraient à jamais, mais il vécut. Après la guerre, il émigra en Argentine, où il travailla comme instructeur de vol. Beaucoup d'anciens pilotes de la Luftwaffe prirent cette voie. L'Amérique du Sud offrait un nouveau départ, loin des ruines de l'Europe. Barkhorn enseigna le pilotage aux pilotes argentins. Il parlait rarement de la guerre. En 1956, il retourna en Allemagne. La nouvelle Bundeswehr recherchait des pilotes expérimentés. Il devint pilote d'essai chez Messerschmitt, puis chez MBB. Il vola sur les nouveaux avions à réaction, le F-86, le F-104. Il apporta son expérience de 136 victoires aériennes au développement de nouveaux appareils. Il mourut en 1987 à l'âge de 76 ans, paisiblement, entouré de sa famille. Jusqu'à la fin, il rêva de voler. Dans une interview en 1985, on lui demanda ce qu'il pensait du 14. Janvier 1945, on lui a posé la question, sa réponse était pensive. C'était le jour où j'ai eu le plus peur, a-t-il dit. Pas pendant le combat. Pendant le combat, je n'avais pas le temps d'avoir peur. Mais après, quand j'ai atterri et compté les trous dans ma machine, là j'ai compris à quel point j'étais passé près de la mort. 47 trous. Chacun d'eux aurait pu me tuer. Il a aussi parlé de Laurent Chevalier, son ailier, qui était tombé ce jour-là. Laurent était un bon pilote et un meilleur ami dit Barkhorn. Il avait toute sa vie devant lui, 21 ans. Je pense souvent à lui, à tous ceux qui ne sont pas revenus. Les conséquences psychologiques des combats aériens étaient énormes. Beaucoup de pilotes de chasse allemands qui ont survécu à la guerre souffraient de ce qu'on appellerait aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Barkhorn lui-même a avoué avoir eu des cauchemars pendant des années. Toujours le même rêve, racontait-il. Je suis dans mon cockpit, et autour de moi, des avions explosent, amis et ennemis, et je ne peux rien faire. Juste regarder, la camaraderie entre les pilotes de chasse allemands était forte. Ils vivaient, combattaient, et mouraient ensemble. Beaucoup ont perdu leurs amis les plus proches au combat. Ces pertes ont laissé des cicatrices qui ne se sont jamais complètement refermées. Du côté américain, le respect pour les pilotes allemands était grand. Après la guerre, d'anciens ennemis se rencontraient lors de rassemblements d'anciens combattants. Des hommes qui avaient essayé de s'entretuer se serraient la main et échangeaient des histoires. C'était une étrange fraternité, née de la souffrance partagée. Le 357e groupe de chasse américain, dont les pilotes avaient subi le plus gros de l'attaque de Barkhorn, a perdu 6 appareils ce jour-là, 6 des 9 victoires. Le groupe avait totalisé 609,5 victoires confirmées pendant la guerre. C'était l'une des unités les plus performantes de l'USAF. Mais ce 14 janvier, ils avaient rencontré un adversaire qui était meilleur. Le colonel Thomas Hayes, le commandant du 357e, a écrit dans son rapport d'après-guerre: « Le 14 janvier 1945 a été l'un des jours les plus difficiles pour mon groupe. Nous avons perdu 6 pilotes expérimentés à cause d'un seul pilote allemand. Après la guerre, j'ai appris qui était ce pilote, Klaus Barkhorn. J'aurais aimé le rencontrer. Non pas pour le haïr, mais pour comprendre comment il avait fait. Le 4e groupe de chasse, qui avait également subi des pertes, a réagi de la même manière.
Le capitaine Robert Anderson, l'un des pilotes qui avait volé ce jour-là, a écrit dans ses mémoires « Nous étions les meilleurs. Du moins, c'est ce que nous pensions. Mais ce jour-là, au-dessus de Berlin, nous avons appris l'humilité. Un seul pilote allemand nous a montré que nous avions encore beaucoup à apprendre. Ces déclarations montrent le respect que les pilotes américains avaient pour leurs adversaires allemands. Ce n'était pas de la haine, c'était de la reconnaissance entre guerriers. Le capitaine Mitchell, le pilote américain qui avait décrit Barkhorn, l'a rencontré en 1972 lors d'un rassemblement d'anciens combattants à Munich. Ils ont parlé pendant des heures. Mitchell a raconté plus tard « Quand je l'ai rencontré, je n'ai pas vu un ennemi. J'ai vu un homme qui avait vécu la même chose que moi, les mêmes peurs, les mêmes pertes, les mêmes cauchemars. La guerre ne fait pas de différence entre les camps. Elle détruit tout le monde de la même manière. L'histoire des 9 victoires de Barkhorn est devenue une partie du programme de formation des pilotes de chasse dans le monde entier, pas seulement à cause du nombre de victoires, mais à cause de la tactique. La façon dont il utilisait les forces de sa machine, exploitait les faiblesses de l'adversaire et gardait toujours une vue d'ensemble est devenue un exemple de manuel. La Luftwaffe de 1945 était à bout de souffle, pénurie de carburant, pénurie de pilotes, pénurie de pièces de rechange. La plupart des pilotes qui volaient pendant ces derniers mois avaient moins de 50 heures de vol. Ils étaient régulièrement abattus par les pilotes américains et britanniques expérimentés. Mais quelques-uns, les experts, les vétérans, ont continué à se battre. Ils savaient que la guerre était perdue, mais ils volaient quand même, pour leurs camarades, pour leur patrie, pour l'honneur. Barkhorn était l'un de ces hommes. 127 victoires avant le 14 janvier, 136 après, 136 avions ennemis, Les 136 vies qu'il avait prises dans son interview de 1985, il en a aussi parlé, je n'aime pas y penser, a-t-il dit. Chaque avion avait un pilote, un homme avec une famille, avec des rêves, avec un avenir que j'ai anéanti. À la guerre, on fait ce qu'on doit faire. Mais cela ne signifie pas qu'on doit en être fier. Cette honnêteté, cette capacité à l'introspection, distinguaient les vrais experts des vantards. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. Et ils ont porté ce fardeau pour le reste de leur vie. Les innovations techniques de la Luftwaffe dans les derniers mois de la guerre étaient remarquables. Le M262, le premier avion à réaction opérationnelle, atteignait 876 km à l'heure et était supérieur à tous les chasseurs alliés. Le E-162 Volksjäger devait être produit en masse et reconquérir le ciel. Le Do 335, avec sa propulsion push-pull non conventionnelle, était l'avion à hélice le plus rapide de la guerre. Mais ces armes miracles sont arrivées trop tard et en trop petit nombre. En janvier 1945, moins de 200 Me-262 étaient opérationnels. Le carburant suffisait à peine pour 2 missions par semaine. Les pilotes expérimentés qui auraient pu piloter ces machines étaient pour la plupart tombés. De jeunes pilotes inexpérimentés étaient brûlés dans des avions à réaction parce qu'ils ne maîtrisaient pas la technologie. La guerre était déjà décidée. Tout le monde le savait. Mais les pilotes allemands ont continué à voler. Barkhorn n'a jamais piloté de Me-262 au combat. Bien qu'il ait été formé sur ce type d'appareil, il préférait son FW-190. Une machine que je connais vaut plus que 10 que je ne connais pas, a-t-il dit un jour. Le 14 janvier 1945 n'était pas seulement un jour particulier pour Barkhorn. C'était un jour qui a marqué la fin de la Luftwaffe en tant que force de combat efficace. Les pertes étaient trop élevées, les pièces de rechange trop rares, le carburant presque épuisé. Après ce jour, de moins en moins de chasseurs allemands ont volé. Les raids de bombardiers alliés pouvaient opérer presque sans entrave, mais ce jour-là, pendant 15 minutes, un seul pilote allemand avait montré ce qui était encore possible. 9 victoires, 9 P-51 Mustang.
Un exploit qui reste inoubliable à ce jour. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments qui ont décidé du destin des nations, de vrais pilotes, une vraie peur, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques sont importantes pour vous, alors soutenez avec le Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à numériser des documents rares, à interviewer les derniers témoins. L'histoire de Klaus Barkhorn est plus qu'un simple récit de guerre. C'est l'histoire d'un homme qui, placé dans une situation inhumaine, a accompli des actes surhumains. 9 victoires aériennes en 15 minutes. Contre les meilleurs pilotes du monde, dans un appareil endommagé, avec des munitions qui s'épuisent, et il a survécu. Qu'est-ce qui permet à un homme d'atteindre de tels sommets? Est-ce le talent, l'entraînement, ou quelque chose de plus profond, quelque chose que nous ne pouvons pas mesurer? La réponse se trouve peut-être dans les propres mots de Barkhorn. Dans cette interview de 1985, il disait « Dans le cockpit, je ne pensais pas à l'héroïsme. Je pensais seulement à survivre et à protéger mes camarades. Le reste était de l'instinct. L'instinct, un mot qui explique tant de choses, et si peu. L'instinct, qui naît quand un homme a passé des milliers d'heures à s'entraîner. L'instinct, qui contourne la conscience et se transforme directement en action. L'instinct, qui fait la différence entre la vie et la mort. Barkhorn possédait cet instinct, et le 14 janvier 1945, pendant 15 minutes au-dessus de Berlin, il a montré au monde ce qu'un seul homme pouvait accomplir contre une armée. 9 victoires, 15 minutes, un pilote. Berlin, 1945. C'est l'histoire de Klaus Barkhorn, une histoire de courage, de désespoir, de camaraderie et de perte, une histoire qui ne figure dans aucun manuel scolaire, mais qui mérite d'être racontée. Une histoire qui montre ce que les hommes peuvent accomplir quand tout semble perdu. Cette histoire ne devrait jamais être oubliée, non pas comme une glorification de la guerre, mais comme un témoignage de ce que des gens ordinaires peuvent accomplir dans des circonstances extraordinaires. Barkhorn n'était pas un héros par conviction. Il était un homme qui faisait son devoir, à une époque où le devoir signifiait souvent la mort. Si vous avez des membres de votre famille qui ont servi dans la Luftwaffe, ou si vous connaissez des histoires de cette époque, partagez-les dans les commentaires. Chaque souvenir partagé est un souvenir qui ne se perd pas. Ces histoires nous relient à notre passé et nous enseignent ce que les hommes peuvent accomplir quand tout est en jeu.